Bonsoir, bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'émission de ce soir, l'opposition togolaise maintient la pression sur le régime du chef de l'État Faure Gnassingbé. L'opposition en colère a une nouvelle fois battu le pavé ce samedi à Lomé. La mobilisation a réuni 600 000 personnes dans la capitale selon les organisateurs. L'opposition qui annonce une nouvelle manifestation ce jeudi. Djibouti en tête-à-tête avec les investisseurs. Un forum consacré à l'intégration régionale s'est ouvert ce lundi. Convaincre les investisseurs étrangers, un impératif pour consolider la croissance dans la région. Et dans notre Zoom culture et société, la parenté à plaisanterie, un système de cousinage à plaisanterie connu en Afrique de l'Ouest. Il se pratique entre différentes ethnies. Nous prendrons la direction du Niger. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi sur ce plateau, monsieur Sédou Kanté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie de Dakar. Avec moi également sur ce plateau, monsieur Patrick Boyo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Gracien Roukindikiza est également avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Donc Gracien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, l'actualité politique. Au Togo, les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition peinent à se mettre en place afin de mettre un terme à la crise politique qui dure depuis plus de 3 mois. Des milliers de manifestants de l'opposition sont descendus ce samedi dans les rues de la capitale Lomé à l'appel de 14 partis d'opposition. Le mot d'ordre est le même, la démission du président Faure Gnassingbé. On écoute notre correspondante Emefa Kofi et fait le point sur la mobilisation. Les 29, 30 et 2 décembre 2017, l'opposition togolaise s'est mobilisée à nouveau dans les rues pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, le déverrouillage des institutions de la République, la révision du cadre électoral et le vote des Togolais de l'étranger. Aucun incident n'a été signalé, mais le 2 décembre, l'on apprend que les manifestants sur leur chemin du retour ont été empêchés de prendre la voie habituelle. Plusieurs voies ont été donc bloquées par un corridor de gendarmes. L'officier de gendarme qui dirigeait l'opération dit avoir reçu l'ordre de filtrer la circulation. Ceux qui tentaient de s'opposer à cette décision ou de résister ont été pris à partie. Finalement, des grenades lacrymogènes ont été lancées. Un camion cherchant à se dégager s'est renversé, faisant un mort selon la coalition de l'opposition. Mais l'opposition ne faiblit pas. Ce mardi 5 décembre, elle annonce de nouvelles mobilisations prévues les 13, 14 et 16 décembre 2017. Alors, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a, à la fin du mois de novembre, annoncé la tenue prochaine de pourparlers avec l'opposition. Sédou Kanté, ces manifestations restent la seule arme pour l'opposition afin que, justement, dans le cadre de ce dialogue, il puisse être question des conditions du départ du président Faure Gnassingbé. Je pense qu'il faut rendre hommage à ce peuple togolais et ces jeunes qui sont dans la rue. Quand on a plus d'un demi-million de personnes qui descendent dans la rue pacifiquement pour réclamer plus de démocratie et plus de participation de l'écrasante majorité de la population à la vie active pour mettre fin à la corruption, à la conclusion et plus de démocratie. C'est donc à saluer. C'est un espoir de voir cette manifestation et c'est un espoir aussi de voir le président guinéen Alpha Condé qui, en tant que président de l'Union africaine, joue une médiation afin de trouver une issue heureuse à cette situation pour permettre, le cas échéant au président togolais, une sortie honorable. Je pense que les Togolais aussi, ils ont un peu ras-le-bol, excusez-moi le terme, de cette présence massive des présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est important d'écouter le peuple et de faire attention à la manifestation qui se suit. Patrick Boyo, ces manifestations, c'est vraiment une véritable arme pour l'opposition et peut-être même la seule pour pouvoir, comme je le disais il y a quelques secondes, faire en sorte que dans ces dialogues, on puisse parler des conditions du départ du président Faure Gnassingbé. Constitutionnellement parlant, c'est la seule arme dont dispose l'opposition pour pouvoir amener le président Faure Gnassingbé à comprendre qu'il est temps de partir. En réalité, Faure Gnassingbé a joué un petit peu avec le feu, puisque quand ces manifestations ont commencé, il faut d'abord savoir comment cela a commencé.
Il y a 6 mois, j'avais débattu ici, même sur ce plateau, avec le ministre de la fonction publique du Togo, M. Gilbert Bawara, à propos de la mission de la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Togo. Et je lui avais dit quelque chose qui n'a peut-être pas pris à sa mesure, c'est que la réconciliation ne se décrète pas. Et la mission qui a été assignée réellement à cette commission, c'était un petit peu de dire aux Togolais, tournons la page des 47 ans de violence et de tout ce qu'on a connu. Or, ce peuple a vraiment souffert. Tout ce que nous voyons là, c'est simplement les effets manifestes de la souffrance que le peuple togolais a subie dans sa chair, que ce soit à l'étranger ou encore sur le territoire togolais. Et le gouvernement du président Gnassingbé n'a pas tenu compte de cette difficulté. C'est à partir du moment où on commençait un petit peu à dire aux Togolais, bon, les travaux sont terminés, on a identifié les présumés coupables qui n'ont pas été identifiés. Les présumés coupables, je pèse bien mes mots, c'est-à-dire des personnes qu'on présente comme étant des coupables pour apaiser une certaine colère, mais après qui ne seront jamais identifiés concrètement. Et il n'y aura pratiquement pas de réparation ni de justice effective qui va suivre. Alors là, les Togolais ont compris qu'on commençait un petit peu à les prendre pour les dénoms de la farce et ça devait prendre fin. C'est à partir de ce moment-là que le mouvement de contestation a commencé. Et tout cela n'a pas commencé avec le départ, avec la réclamation du départ de Faure Gnassingbé. Tout cela a commencé simplement par des revendications qui sont légitimes. Nous sommes des humains. Respectez-nous, respectez nos droits. Nous avons besoin du travail. Pour les jeunes, nous avons besoin du respect des droits de l'homme, de nous sentir dans notre pays. Faure Gnassingbé a fait fi. Il est resté silencieux depuis le mois de fin juillet, début août, quand les manifestations ont commencé, quand les tensions ont commencé, jusqu'en novembre. Ce n'est qu'en novembre, le 10 novembre, qu'il s'est prononcé publiquement. C'est-à-dire qu'il a vraiment joué avec le feu, et là, ça s'est embrasé. Il ne peut plus le contrôler. Même le dialogue qu'il appelle maintenant de ses voeux, je crains que ça ne puisse pas avoir les effets qu'il escompte. Gratien. Bon, déjà, les manifestations commencent à s'enliser, ça fait un bon moment. Le temps joue pour le président Gnassingbé, il faut le savoir. Et le problème, c'est que vraiment, les manifestants, vous savez, en Afrique, c'est comme quand le Khrouchtchev demandait combien de divisions a le pape. Il n'avait aucune division. C'est bien, on a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Le cas du Burkina Faso est un cas, je ne dirais pas unique. C'est difficile quand les manifestations commencent et qu'il n'y ait pas d'issue, de fin rapidement. Le pouvoir essaie de gagner du temps aussi de la force. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les manifestants qui sont pacifiques, aujourd'hui, c'est le pouvoir qui engage la force contre ces manifestants. Malheureusement, c'est que le pouvoir d'action des manifestants est assez limité. On voit quand ça se passe, même quand on les bloque au niveau de la circulation. Et il y a l'implication, il y a les pays de la sous-région qui vont s'impliquer, d'ailleurs qui commencent à s'impliquer pour trouver une solution. C'est très compliqué pour le peuple togolais, mais c'est aussi compliqué pour celui qui est au pouvoir parce qu'il ne veut pas céder. Mais je pense qu'à un certain moment, il faudra un compromis entre les deux pour qu'il y ait vraiment une porte de sortie pour le peuple togolais. Alors, quand même, est-ce qu'en annonçant ce dialogue donc, à la fin du mois de novembre, le pouvoir n'est pas en quelque sorte en train de réaliser que c'est une mobilisation qui pourrait, in fine, déstabiliser tout le régime? Oui, bien sûr, ça déstabilise tout le régime, il y a l'économie qui est bloquée. Et le pouvoir craint, parce qu'il faut dire que le pouvoir ne maîtrise pas complètement l'appareil de sécurité. Le pouvoir craint éventuellement qu'il y ait un débordement ou un éveil du côté de l'armée, certains militaires qui peuvent dire effectivement, on va y aller, on peut aider les manifestants ou nous voulons que les manifestants soient entendus. En ce cas, on peut craindre qu'il y ait un coup d'État derrière les manifestations ou éventuellement des officiers qui peuvent pousser les manifestants à arriver jusqu'au bout comme n'offusque par exemple ouvrir les barrières pour les laisser aller jusque que ce soit le Parlement ou la présidence. Donc il y a un risque, ce qui fait que le pouvoir aussi a intérêt à régler cette question. Mais est-ce qu'il va accepter de partir sans faire le troisième mandat? Ça c'est la grande question parce que c'est la question principale de toute la manifestation, c'est le départ du président Faure.
Alors, on va contextualiser un petit moment ce qu'il se passe au Togo. Le troisième mandat du président au pouvoir depuis 2005 court jusqu'en 2020. Une modification de la Constitution est en train de se préparer au Togo avec un référendum qui est prévu. La mesure permettrait au chef de l'État sortant de se représenter en 2020, mais aussi en 2025. Pour les organisateurs de la manifestation ce samedi, vous l'avez dit tout à l'heure, 600 personnes qui ont été... 600 000 personnes, pardonnez-moi, qui ont pris part à cette mobilisation. On voit donc que la mobilisation ne faiblit pas. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une véritable démonstration de force Sédou pour contrer le président Faure Gnassingbé? Je pense que c'est plus qu'une démonstration de force, c'est un véritable ras-de-marée qui est sorti les rues de Lomé pour manifester contre le président Gnassingbé et Yadema. Au-delà même de cette pression, je pense qu'il y a aussi le symbolique du non. Parce qu'il y avait le père qui était là, il y a le fils qui est là, qui veut s'éterniser au pouvoir. Il y a une lassitude totale qui est là. Et le pouvoir est acculé. Il veut relancer les négociations parce que, comme l'a dit Gratien, ce n'est pas exclu que des pontes de régime, aussi bien autour du président qu'au sein de l'armée, rejoignent les manifestants afin de faire tomber le plus rapidement possible le régime. Je pense qu'à mon humble avis que le président est en train de négocier pour avoir une sortie heureuse, s'en sortir de cette situation afin d'avoir une sortie honorable, en fait. C'est mon point de vue. Patrick Boyo. Moi, je rajouterais qu'il y a une question qui est, je peux dire, un impondérable dans cette problématique de révolution, de soulèvement de peuple, c'est l'armée. Il faut savoir que l'armée n'est pas au service d'une personne. En réalité, l'armée est au service de l'État. Garantir la pérennité de l'État. Prenons le cas du Burkina Faso. Si le soulèvement populaire a abouti, c'est parce que l'armée est intervenue. Dans tout soulèvement, il faut toujours que l'armée arrive à intervenir à un moment donné. Mais à partir de quel moment l'armée intervient? Il faut savoir que ce sont des hommes qui sont habitués à obéir. À partir du moment où leurs chefs, leurs autorités, leurs généraux se rendent compte que nous sommes en danger, nos intérêts sont en danger, alors là, ils interviennent, ils ordonnent aux troupes de réagir. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Au Zimbabwe, l'armée est intervenue rapidement parce qu'ils ne voulaient pas que la situation perdure pour ne pas perdre l'héritage de la guerre qui a été menée contre les colons. C'est ce que l'armée voulait avant tout protéger. Il ne voulait pas du tout servir les intérêts du peuple, ni préserver Mugabe. Il voulait d'abord préserver cet héritage parce qu'ils sont des centaines, des milliers à bénéficier des privilèges en tant qu'anciens combattants. Si on prend le cas de l'Égypte, le soulèvement s'est arrêté avec l'intervention du maréchal Tantawi. En Tunisie, pareillement, il a fallu que l'armée intervienne. Donc partout, l'armée arrive. Mais il faut savoir maintenant pousser l'armée, pousser les généraux à prendre la décision. Et ça, c'est le fait le plus difficile pour la population, à savoir cerner. Dans le cas du Togo, c'est l'économie qui est en train d'en pâtir. Les généraux font tous des business. Ce sont leurs affaires qui commencent maintenant à avoir des problèmes. Si la population veut maintenant précipiter les choses, c'est justement chercher à tout prix à casser là où ça fait mal, c'est-à-dire taper dans la poche des généraux, là où ils font les affaires, là où ils ont certains intérêts qui doivent normalement émerger, mais qui ne prospèrent pas à cause de ces manifestations. On voit bien l'économie togolaise souffre de cette situation et le temps ne joue pas en faveur du président Faure Gnassingbé. Bien au contraire, le temps joue en faveur de la population qui n'était pas habituée à manifester. C'est une population qu'on avait brimée, à qui on avait interdit de faire quelconque manifestation pendant plusieurs années. Et là maintenant, même si Faure Gnassingbé se limite un petit peu à gêner les organisations des manifestants parce qu'il sait que s'il entre dans la répression brutale, ça va vraiment devenir incontrôlable. Je pense que le temps joue beaucoup plus pour la population que pour le pouvoir de Gnassingbé. Bon, je pense en fait je vous laisse la parole juste après. Pour l'armée, on n'a pas besoin vraiment nécessairement d'une intervention de l'armée. On a besoin de la neutralité de l'armée. Avec seulement la neutralité de l'armée, le peuple peut faire tomber un dictateur. Parce qu'il n'y a pas un blocage, il n'y a pas des barrières qui les bloquent. Du moment où ils sont au courant, ils savent bien que l'armée ne va pas intervenir pour tirer sur les manifestants, les gendarmes ne vont pas le faire, les policiers ne vont pas le faire, et de ce fait, un pouvoir peut tomber. Par contre, alors il faut être très prudent. Si les manifestants commencent à s'attaquer aux intérêts des généraux qui maîtrisent l'appareil militaire, alors là, il peut y avoir un retournement. Ces généraux qui peuvent se dire, nous aussi, nous pouvons être menacés, et donc du coup, on va essayer de se défendre. En général, les gens, vous savez, même quand on est dans l'opposition, on doit savoir
jauger le rapport de force et savoir je joue avec qui va être mon allié. On peut essayer de laisser certains intérêts pour, disons, faire avancer la cause nationale. Mais en réalité, je pense que vraiment, l'OTAN ne joue pas, contrairement à ce que mon collègue a dit, l'OTAN ne joue pas pour le peuple, l'OTAN joue pour Faure Gnassingbé. C'est vraiment question de temps, de course. Mais sauf qu'il n'y a pas usure. Si le temps jouait contre le peuple, il y aurait usure. Or là, il n'y a pas usure. Il y a de plus en plus de manifestants. Il y a de plus en plus de manifestants. Il y a de plus en plus de manifestants, mais des manifestations qui s'éternisent. Les manifestants aussi ont besoin de travailler, ont besoin de gagner du pain, ont besoin de faire du commerce. Et à un certain moment, les gens se fatiguent. On a vu dans plusieurs pays, les manifestations doivent... S'affaiblir à un moment donné. Sachant en plus peut-être que la date du référendum n'a toujours pas été fixée. Oui, pour un peuple qui est... Ni du dialogue d'ailleurs. Le jeu envoie la chandelle en fait. Je pense que, contrairement à Gracien, je rejoins mon ami en face que la manifestation ne faiblit pas. En géopolitique, il y a ça qu'on dit la loi du nombre. Quand il y a une grande partie d'une population se ligue contre quelque chose, à un moment donné, la barrière va céder. Je pense que le président Yadim ne veut pas contenir cette colère et cette masse, d'une part. Et d'autre part aussi, je ne souhaite pas l'intervention des militaires. Les militaires doivent rester dans la caserne et être neutres dans cette situation. On a vu l'exemple du Mali, de la Côte d'Ivoire, partout où les militaires interviennent. Ils s'accaparent une victoire civile. Et ensuite, ils veulent s'éterniser au pouvoir, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc je pense que les militaires doivent rester dans la caserne, être neutres. Et ce n'est pas le cas, là, présentement, Ce n'est pas le cas, parce qu'ils ont vu, ils ont brimé les manifestations de retour. Je pense qu'à un moment donné, je pense que le président est en train de négocier une porte de sortie. Moi, je pense que si la population défend son soulèvement, parce que c'est une victoire de la population, et la population doit savoir défendre sa victoire. Si la population arrive à défendre sa victoire, comme en Égypte, j'ai donné le cas, et comme au Burkina, puisqu'il y a eu quand même des généraux qui ont pris le pouvoir après le départ des dictateurs, que ce soit Blaise Compaoré ou que ce soit le président Moubarak. Quand ils étaient partis, ce n'était pas tout de suite l'élection. C'était des généraux qui ont pris le pouvoir. Mais qu'est-ce qui a poussé ces généraux à aller organiser les élections et ensuite se retirer du pouvoir? C'est simplement la ténacité de la population. Donc moi, je dis que le peuple togolais, après avoir passé plusieurs mois dans la rue, si il laisse, ce sera une défaite. Et Faure Gnassingbé, rien ne garantit que Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir dans 10 ans. Il va se maintenir aussi longtemps qu'il le pourra. Donc la population togolaise, après avoir parcouru un bon nombre de chemins et poussé Faure Gnassingbé à réagir, après 3 mois de silence quand même, il ne réagissait pas. Il attendait qu'il y ait usure et qu'il n'y a pas eu usure. Le câble n'a pas lâché. La population doit maintenant accélérer, aller à passer une vitesse supérieure et surtout défendre sa victoire le moment venu. Mais ce qui est sûr, c'est que l'armée interviendra au final. Parce que le vide dans le droit n'existe pas et c'est l'armée qui garantit l'État simplement pour organiser les élections derrière. La différence avec les autres manifestations, notamment au Burkina Faso, c'est que là, on est en face des manifestations qui se font périodiquement. Pas aujourd'hui, ça peut se faire après dans 3-4 jours. Effectivement, il y a des cycles. Une semaine, il y a des cycles. Cela veut dire que c'est un mouvement discontinu. Si on peut parler d'un mouvement qui peut faire tomber un pouvoir quand il y a le mouvement continu, la masse, et qui continue à accumuler des gens, de la masse. Qu'il y ait beaucoup de gens, le mouvement s'agrandit, ça devient un problème pour l'État. Or, il y a dans certaines villes, on interdit les manifestations, et même dans la capitale, quand il y a une manifestation, la manifestation se termine, et puis le soir, il n'y a plus de manifestants. Donc, il faut dire que c'est comme la manifestation, on peut considérer comme si c'était une révolution. Une révolution, c'est un continu. On ne veut pas une révolution et rentrer, revenir pour recommencer. Non, sauf que la révolution, il y a toujours une date, il y a toujours un jour précis. Au Burkina, c'est le jour précis. Et au Burkina Faso, il a fallu que le Parlement aille voter. C'est le jour où il devait avoir vote au Parlement que le peuple est sorti à brûler le palais, le siège du Parlement. Et c'est là que les choses se sont accélérées. L'armée est intervenue derrière et Blaise Compaoré est parti. Donc, il y avait quand même des cycles de manifestations. On ne peut pas dire à un peuple de rester là pendant plusieurs jours, rester tous les jours. Mais à un moment donné, il y aura toujours l'événement fortuit, quelque chose qui va se présenter, par exemple, le référendum, je ne sais pas, l'adoption de quelque chose, qui va faire en sorte que ce jour-là, les tensions vont se cristalliser et les choses vont se précipiter, comme l'histoire ne fait que... L'éternel recommencement. On va continuer de parler de la situation au Togo, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.